vous présenter donc la partie réglementaire, puis la démarche à suivre, les offres de prêt de la Banque des Territoires et le programme acté. Et puis ensuite, on va se répartir en petits groupes pour pouvoir échanger plus facilement selon en fait les besoins de chacun, puisqu'il y aura une salle pour les entreprises du privé, et puis après, il y aura des salles pour les collectivités selon votre territoire, puisque l'accompagnement, les financements, tout ça, c'est pas la même chose selon où vous êtes et qui vous êtes. Très bien, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire en introduction. On va pouvoir commencer donc sur la partie réglementaire. Désolée, je ne me suis pas présentée, je suis Solène Piriou, je travaille à la DREAL, donc pour les services de l'État en région. Du coup, le décret tertiaire, c'est une obligation réglementaire. Avant de vous dire exactement qui est concerné et qu'est-ce qui va se passer, je voulais revenir rapidement sur d'où vient cette obligation, pourquoi est-ce qu'on en est là. Comme vous le savez peut-être, la France s'est donné un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et à partir de cet objectif-là, en fait, chaque secteur a des objectifs en propre en fonction de l'impact qu'il a sur la production de carbone. Et en fait, le secteur du bâtiment, donc on parle là du résidentiel et du tertiaire, c'est déjà 46% de notre consommation énergétique et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et les bâtiments tertiaires, donc parmi le secteur du bâtiment, c'est près de 1000 millions de mètres carrés et c'est un tiers de la consommation d'énergie des bâtiments du secteur tertiaire. Non, un tiers de la consommation d'énergie de l'ensemble des bâtiments. Donc le secteur tertiaire méritait d'avoir ses propres objectifs adaptés au secteur tertiaire et on a une vraie marge de manœuvre pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone. Suite à ces objectifs de neutralité carbone, il y a eu un plan de rénovation énergétique des bâtiments en 2018 qui notait notamment qu'il était nécessaire d'accélérer la rénovation des bâtiments tertiaires et qu'on se donnait l'objectif de faire des bâtiments publics, des bâtiments exemplaires en la matière. Ensuite, en novembre 2018, est apparue la loi Élan, qui en fait est la fondation du dispositif éco-énergie tertiaire, et qui a été traduit par décret, le fameux décret tertiaire, en mi-2019. Mais on est encore dans un contexte législatif qui bouge, puisque depuis 2019, il y a eu déjà deux arrêtés qui sont parus pour préciser le dispositif, des choses sur les calculs, des choses sur les valeurs absolues par secteur, dont on parlera tout à l'heure. Et on a un troisième arrêté, donc la suite de l'arrêté valeur absolue, qui doit être mis en consultation là d'un moment à l'autre, fin avril, début mai, avec la suite. Et enfin, un quatrième arrêté est prévu vers juin, mais qui concernera que les dom-toms. Maintenant qu'on sait pourquoi, passons à qui est concerné. Je vois qu'il faut que je parle un peu plus fort. Du coup, sont concernés tous les bâtiments qui abritent des activités tertiaires, qu'on soit du secteur public ou du secteur privé. Pour des questions de facilité de chacun, on a décidé de n'assujettir à ce dispositif que ceux qui ont une plus grande surface dédiée au tertiaire. Donc, il y a 3 possibilités. La première, c'est un bâtiment qui est un bâtiment alloué au secteur tertiaire et qui fait plus de 1000 mètres carrés. À ce moment-là, il rentre dans le dispositif. On a une autre possibilité qui concerne plutôt l'industrie, par exemple, un bâtiment qui a des activités du primaire ou du secondaire,
mais qu'il y aura une partie bureau, salle de restauration, etc. Si le cumul des activités tertiaires au sein du bâtiment dépasse les 1000 mètres carrés, à ce moment-là, ces parties de bâtiment-là sont assujetties au dispositif. Et la troisième possibilité, c'est lorsqu'on est sur un site, donc il s'agit de la même unité foncière où, par exemple, les plusieurs bâtiments se partagent une chaufferie ou un point de livraison pour une énergie. Et que quand on cumule la surface allouée au tertiaire de chaque bâtiment, on dépasse les 1000 mètres carrés, à ce moment-là, les parties tertiaires sont assujetties au dispositif. Donc, il y a beaucoup de bâtiments qui vont tomber sous le coup de ce décret. Il y a très peu d'exceptions, uniquement les constructions provisoires, les lieux de culte et tout ce qui est activité de défense, sécurité civile, sûreté intérieure. Il n'y a pas de choses prévues pour déroger à l'obligation réglementaire. La responsabilité tombe à la fois sur le propriétaire et, le cas échéant, le locataire. Mais il y aura, on va en parler plus tard, des possibilités de moduler les objectifs ou de les amoindrir s'il y a des bonnes raisons comme l'impossibilité technique, une disproportion économique, des soucis patrimoniaux, une modulation de l'activité de l'entreprise, etc., etc. Je laisse donc la parole à mon collègue de la DDTM pour vous parler plus en détail de l'obligation de déclaration des consommations d'énergie. Franck, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Juste un petit rectificatif. Il me semblait que je commençais à la diapo un peu plus loin, mais bon, c'est pas grave, je vais. Je peux faire celle-là si tu veux. Comment? Je peux faire celle-là si tu veux. Bah, allez, vas-y, allez, continue. Désolée pour le contretemps. Bon, du coup, l'obligation introduite par le décret, c'est réduire progressivement la consommation énergétique de votre bâtiment. Il y a des objectifs par décennie. Il s'agit de réduire votre consommation énergétique de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Donc ça, c'est un objectif en valeur relative. On parle de tous les usages confondus. Mais si, par exemple, vos bâtiments sont récents ou ils ont été rénovés un peu avant 2010, il sera peut-être plus intéressant pour vous d'atteindre à chaque décennie plutôt une consommation d'énergie seuil. Donc, on appelle ça les objectifs en valeur absolue. Puisque simplement, si on a un bâtiment qui est très bon déjà thermiquement, ça va être très difficile de baisser les consommations d'énergie de 40, 50 et 60%. Donc à ce moment-là, si vous avez déjà de très bonnes performances, il faudra plutôt regarder la consommation d'énergie seuil et essayer de respecter cette valeur-là. Et du coup, je repasse la parole à Franck. Voilà. Alors, donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Franck Lecointre. Je suis de la DDTM 35 et j'aurai en charge de gérer la base Opéra, dont on va parler un peu plus tard, et tout à l'heure d'ailleurs. Donc, on continue avec les obligations des assujettis. Alors, il y aura forcément à compléter cette fameuse base Opéra. Alors, pour information, Opéra veut dire Observatoire de la performance énergétique et des actions du tertiaire. Alors, cette base sera à compléter par qui? Par les propriétaires et les preneurs à bail. Ou aussi possibilité de mandater son propriétaire, son locataire, son gestionnaire ou tout autre prestataire mandaté. Alors, délai de ces obligations. Pour le 30 septembre 2021, inscription sur la plateforme Opéra, remplissage des différents champs et renseignements des consommations 2020. Et donc, ça, c'est une échéance importante, le 30 septembre 2021. Et pour le 30 septembre 2022, choix de la consommation énergétique de référence sur Opéra. Et bien sûr, chaque année, au 30 septembre, déclaration sur Opéra des consommations énergétiques de l'année précédente.
Alors, comme énoncé lors de ma présentation, donc, la base Opéra sera suivie par les services de l'État en département, donc la DDTM 35, donc moi particulièrement. Alors, présentation et calendrier, donc Opéra. Donc la base, alors c'est important quand même, la base Opéra est en cours de développement par l'ADEME. Sur la plateforme, vous pouvez quand même y accéder. Vous pouvez y observer actuellement l'accueil, la foire aux questions, création des comptes, attribution des droits. Je ferai un petit laïus sur la foire aux questions. On a remarqué lors de votre inscription qu'il y avait certaines questions. Je pense que la foire aux questions est assez étoffée pour répondre à quasiment toutes les questions. Donc, après, c'est précis, hein, mais la foire aux questions est très bien détaillée. Donc, en mai, saisie des données administratives et des éléments bâtimentaires. Une date importante en juin, puisque là, ça sera la saisie des données des consommations, donc ou manuel ou via un fichier CSV. En septembre, l'import des consommations via Enedis, il y a une faute de frappe, Enedis ou GRDF. En décembre, donc, il y aura un calcul des objectifs, saisie des données de référence, gestion des plans d'action. Et puis, mi-2022, attestation annuelle, restitution. Alors, voici donc quelques slides de la base Opéra, sur laquelle j'ai passé peu de temps, puisque le mieux pour vous, ce serait d'aller sur le site pour voir précisément de quoi il en ressort. Ça va être plus simple pour vous. Donc, ce sont beaucoup de captures d'écran. Et comme j'ai dit tout à l'heure précédemment, c'est en cours de développement. Donc, création des comptes, par exemple, c'était la slide de d'avant. Je ne sais pas si tu peux revenir. Donc là, par exemple, c'est le commencement de la création d'un compte. Donc voilà, il n'y a rien de complexe au départ. Hein, c'est juste création du compte, donc le nom de la personne. Est-ce s'il s'agit d'un membre d'une structure assujettie ou un représentant du gestionnaire ou un prestataire mandaté, par exemple. Donc, si on passe à la diapo d'après, donc là, ce sont les interfaces. Donc ça, vous verrez ça en allant sur le site. Ensuite, il y a donc les paramétrages des structures et sous-structures. Et si on passe à la slide d'après, donc là, menu patrimoine du bâtiment, on peut peut-être assimiler ceci à la carte d'identité du bâtiment. Et ensuite, ici, donc là, ce sont le détail des consommations. Donc, il y avait lors de l'inscription, si je vais en finir avec Opéra, lors de l'inscription, il y avait une question sur les copropriétés et la réponse est bien dans la foire aux questions. Alors, je préfère ne pas vous donner la réponse parce que la réponse, elle est quand même, elle est pas forcément très courte, donc, mais elle est bien écrite dans la foire aux questions. Donc, j'en ai terminé. Merci pour votre écoute et je repasse la main à Solène. Oui. Oui, du coup, on vous a remis sur cette slide les quelques sites que vous pouvez visiter si vous avez des questions. Il y a le site de la Dreal Bretagne qui contiendra des informations qu'on garde à jour au fur et à mesure. Il y a une foire aux questions qui est très bien sur le site d'Opéra, que je vous invite à consulter si vous avez des questions. Si ça ne répond pas à votre question, la DDTM 35 a mis en place une adresse mail générique pour y répondre. Et il y a aussi, si vous avez des questions vraiment sur la plateforme Opéra, une adresse générique qui est assez réactive pour ce que j'ai pu en voir. Je vois qu'il y a déjà quelques questions, mais si ça ne vous ennuie pas, on va passer directement à la présentation du CEREMA, parce que je pense que cette présentation pourra répondre à un certain nombre de questions déjà. Et puis, on gardera une bonne dizaine de minutes après la présentation du CEREMA pour répondre aux questions des deux présentations. Constance, je te laisse partager ton écran. Oui, c'est bon, comme tu as départagé. Hop, c'est bon, vous avez bien la présentation? C'est bon. Parfait. On t'entend bien, parfait.
Donc, bonjour à tous, Constance Lancel du CEREMA. Je suis chef de projet sur toutes les questions de performance du bâtiment et principalement de performance énergétique du bâtiment. En quelques mots, le CEREMA, c'est un centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Donc, on est établissement public à caractère administratif. Pour ceux qui auraient pu nous connaître avant, c'est en fait le rassemblement globalement de tous les CT, donc ce qui étaient les centres d'études techniques de l'équipement. Les objectifs du CEREMA, c'est vraiment de venir répondre aux grands enjeux sociétaux du développement durable, de la gestion des territoires et des villes. Donc en fait, on va travailler au niveau études et expertise sur l'ingénierie territoriale, la mobilité, les infrastructures de transport, environnement et risques, mer et littoral, et aussi le bâtiment, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, vous trouverez en particulier sur le site du CEREMA beaucoup d'informations, donc centre de ressources de référence, quelques références que je vous citerai à la fin et qui peuvent vous accompagner en particulier dans ce dispositif éco-énergie tertiaire. L'idée aujourd'hui pour moi, ça va être de vous présenter, vous avez eu les grandes lignes des obligations avec les présentations de l'ADREAL et des DTM. L'idée, c'est un petit peu de vous présenter une démarche qui peut être mise en place par les gestionnaires, comment s'organiser pour atteindre les résultats. Alors, la première chose avant de rentrer dans la démarche, et j'ai vu qu'il commençait déjà à y avoir des questions, elles sont très courantes, c'est qui ? Qui est assujetti alors, je ne parle pas de quel bâtiment, je parle vraiment des personnes physiques ou morales qui sont assujetties à cette démarche éco-énergie tertiaire. Donc, les textes précisent que ce sont aussi bien les propriétaires que les preneurs à bail qui sont soumis à l'obligation. Par contre, le texte ne précise pas qui doit faire quoi. Donc, en fait, c'est ensemble que le propriétaire et que les preneurs à bail doivent définir les actions que chacun doit réaliser, les moyens qui doivent être mis en œuvre correspondant à chacun des différents acteurs en fonction des mêmes dispositions contractuelles. Donc, en fait, s'il y a preneur à bail, le plus intéressant et ce qui sera certainement le plus efficace, c'est de profiter de ce dispositif pour venir modifier le bail et inscrire à l'intérieur de ce bail les obligations de chacune des deux parties, donc propriétaire et preneur à bail. Donc, dans les textes, il n'y a pas d'obligation sur qui doit faire quoi. Dans la FAQ, vous trouverez un ou deux tableaux, en tout cas, qui peuvent vous aider, vous accompagner pour savoir qui est en charge de relever les données, de les saisir, qui est en charge de faire les travaux, que ce soit sur l'enveloppe, sur les équipements, ou qui est en charge de mettre en œuvre les actions qui sont plutôt des éco-gestes. Donc voilà, en tout cas, il faut bien se mettre d'accord entre propriétaire et preneur à bail. Et pour le faire le plus clairement possible, souvent, on peut utiliser le bail. Donc maintenant qu'on sait à peu près qui est assujetti, moi, je vais vous présenter la démarche qui a été imaginée au CEREMA, qui a été construite autour d'un triptyque entre agir, adapter et attester. Donc, dans la démarche que je vais vous présenter, il y a certaines actions qui sont obligatoires de fait, qui sont inscrites dans les textes. Et puis autour, il y a toutes les actions qu'il faut que le gestionnaire mette en œuvre pour arriver à ses objectifs. Donc, la première étape, ça va être de venir identifier le patrimoine tertiaire de plus de 1000 m² que l'on a au sein de son patrimoine. Alors, si vous n'avez qu'un seul bâtiment, c'est facile. Si vous êtes gestionnaire de patrimoine et que vous avez de nombreux bâtiments, ça peut être un petit peu plus compliqué. Et ensuite, on va venir les classer par catégorie d'activité. Ça permet, avec les surfaces et la catégorie d'activité, de savoir quels sont parmi vos bâtiments ou vos unités foncières ceux et celles qui sont assujettis au dispositif éco-énergie tertiaire. Pour ces bâtiments ou unités foncières, on va venir rechercher les anciennes factures d'énergie. On peut aller fouiller jusqu'à 2010. Alors, des fois, c'est compliqué, des fois, c'est simple, ça dépend un peu du suivi qu'il y avait jusque-là, mais ça peut être une étape assez chronophage si le suivi n'était pas tout à fait encore bien mis en œuvre.
Parmi toutes ces anciennes factures d'énergie, il va falloir venir identifier une consommation de référence. Donc, c'est la consommation d'une année après 2010, donc entre 2010 et 2019. Et par défaut, ce sera la première année que vous aurez saisie sous Opéra. Le mieux, c'est de venir la choisir soi-même. Je m'explique. Si vous avez un bâtiment qui est assujetti, qu'en 2016, vous avez déjà fait des travaux de rénovation, il faudra venir choisir une année de référence qui est antérieure à 2016, parce que comme ça, vous profiterez des travaux qui ont été faits en 2016 sur les gains énergétiques. Donc, c'est vraiment essentiel de venir choisir sa consommation de référence de manière la plus fine possible pour que l'atteinte des objectifs soit un petit peu plus facile. La consommation de référence est définie pour chaque bâtiment assujetti ou pour chaque unité foncière assujettie. Donc, si sur une unité foncière, vous avez plusieurs bâtiments, tous ces bâtiments-là doivent avoir la même année de référence. Donc, à vous de sommer toutes les consommations et de voir quelle est la consommation qui est la plus intéressante pour vous pour en faire une consommation de référence. Une fois qu'on a commencé ce travail-là, ou en tout cas en parallèle, puisque aujourd'hui la plateforme Opéra commence à être ouverte et qu'à partir de juin, il sera possible de venir saisir de plus en plus d'informations sur Opéra. La première étape, ça va être de venir déclarer les bâtiments, donc de créer un compte ou de le déléguer, c'est tout à fait possible. Il y a un modèle de mandat qui permet de déléguer la saisie sous Opéra. Puis venir saisir les caractéristiques des bâtiments et les types d'activités qui sont exercées au sein des bâtiments. Le type d'activité est important pour la partie valeur absolue, j'y reviendrai un petit peu après. Et ensuite, maintenant qu'on connaît son patrimoine, qu'on sait les bâtiments, les unités foncières qui sont assujetties, l'objectif, ça va être de venir diminuer ses consommations et pour cela, il va falloir mettre en œuvre un plan d'action éco-énergie tertiaire. Donc, on va définir une équipe qui va être en charge de ce plan d'action, donc avec les responsables de site, avec les gestionnaires, les mainteneurs, ça peut être aussi les services financiers qui peuvent vous apporter les factures, etc. Recueillir toutes les caractéristiques des bâtiments et pourquoi pas déjà commencer à identifier des besoins de sous-comptage. Ils pourront vous servir en particulier pour mieux comprendre où est-ce que vous êtes en train de faire des économies d'énergie au sein de vos bâtiments au fur et à mesure des années. C'est une démarche sur le long terme, donc il est vraiment important de construire une équipe qui sera solide au sein de vos services. Donc, on a construit cette équipe et du coup, on va commencer à préparer le plan d'action. Et pour préparer ce plan d'action, on va réfléchir à déterminer les objectifs. Donc, ça a été présenté tout à l'heure dans le dispositif éco-énergie tertiaire. Il y a deux types d'objectifs. Des objectifs en valeur relative, donc qui sont une diminution relative en pourcentage de vos consommations. Donc, on l'a vu, moins 40, moins 50, moins 60. Ou des objectifs en valeur absolue. Ces objectifs, ils peuvent être modulés en fonction du volume d'activité. Alors, excusez-moi, je pensais avoir mis. Non, ils sont juste après. Je reviendrai juste après sur la diapo précédente. Mais voilà, pour vous présenter les objectifs. Donc, on a sur la gauche, vous voyez les objectifs en valeur relative. Donc, vous avez la consommation de référence sur la gauche. L'objectif 2030, c'est de la réduire de 40%, puis de la réduire de 50% et de 60%. Souvent, cet objectif est assez clair. Il y a un deuxième objectif qui a été défini au sein du dispositif, c'est l'objectif en valeur absolue. En fait, en valeur absolue, vous n'allez pas essayer d'atteindre moins 40%, vous allez essayer d'atteindre une valeur qui a été définie dans un arrêté. Ces objectifs en valeur absolue servent en particulier pour des bâtiments qui seraient déjà performants. Donc, les bâtiments qui sont assujettis, ils ont pu être construits en tout cas mis en service jusqu'en novembre 2018. Donc, on a des bâtiments qui sont déjà RT 2012, voire des bâtiments sur lesquels vous avez été plus loin, des bâtiments passifs, pour lesquels, évidemment, atteindre moins 40%, c'est très compliqué. Donc, on va plutôt essayer de viser les valeurs absolues.
Donc, les valeurs absolues, elles sont données dans les tableaux ici, que vous retrouvez dans l'arrêté modificatif qui a été publié en début d'année. Et les valeurs absolues, elles sont découpées en 2 morceaux. Une composante CVC, donc c'est tout ce qui est consommation de chauffage, ventilation, refroidissement, et une composante de consommation qui sont plutôt liées à l'usage. Donc finalement, on va essayer de regarder le nombre d'heures ouvrées, la surface d'un poste de travail par rapport à la surface de plancher, le taux d'occupation, etc. Et avec toutes ces informations-là, on obtient une consommation en valeur absolue. La CAPS base ici sur ce petit carré qu'il faut atteindre, voire dépasser. Les valeurs absolues, elles seront revues pour tous les objectifs. Donc aujourd'hui, on a sur certains types de bâtiments, on a les valeurs absolues dans l'arrêté modificatif de début d'année, et il y a un nouvel arrêté modificatif qui va sortir qui récapitulera bien toutes les activités donc, qui sont assujetties au décret tertiaire. Tous les tableaux ne seront pas encore remplis, mais en tout cas, il y aura beaucoup plus que ceux qui sont présentés aujourd'hui. Donc, j'en étais à déterminer ces objectifs au sein de la démarche. Alors, concrètement, ce n'est pas vous qui allez choisir d'atteindre tel ou tel objectif. La plateforme Opera fera pour tous les bâtiments le calcul en relatif et le calcul en valeur absolue. Mais vous, évidemment, vous pouvez anticiper un peu ça et essayer déjà de vous dire, moi, mon bâtiment, il est déjà très performant, je ne vais pas tenter la valeur relative, je vais tenter tout de suite la valeur absolue et ça peut vous aider pour la création du plan d'action. Et puis, une fois qu'on a toutes ces informations-là, il va falloir élaborer et surtout mettre en œuvre ce plan d'action éco-énergie tertiaire pour atteindre les objectifs. Le plan d'action, il n'est pas, sauf cas particulier, on en parlera après, il n'est pas obligatoire de le déposer sur la plateforme Opera. Il faut quand même que vous l'ayez parce qu'il est inscrit à l'intérieur de l'arrêté que les préfectures pourront venir demander à chacun des assujettis leur plan d'action. Donc, il n'y a pas de formalisme, mais il faudra que vous ayez ce document si jamais on venait vous demander des justifications. La question maintenant, c'est est-ce que les objectifs que j'ai prédéfinis au sein de mon plan d'action sont atteignables ? Avec les modélisations, avec les suivis année par année, on se rend compte que nos objectifs sont atteignables, il n'y a pas de souci. En revanche, on se rend compte que nos bâtiments, c'est quand même difficile d'atteindre, que ce soit en valeur relative ou en valeur absolue, d'atteindre les objectifs qui sont fixés par le dispositif. La première chose, ça va être de se demander si on a bien joué sur les 4 leviers d'action qui sont inscrits ici. Donc, les 4 leviers, ils portent sur la performance énergétique des bâtiments, donc c'est tous les travaux liés à l'enveloppe. Tout ce qui est installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active des équipements. Donc, en fait, c'est tous les travaux de changement d'équipement de production de chaleur ou de froid, de ventilation et aussi leur régulation. Est-ce que j'ai bien joué sur ces 2 points ? Est-ce que j'ai joué sur la modalité d'exploitation des équipements ? Et enfin, un autre levier sur lequel il est possible de jouer pour faire baisser nos consommations, c'est adapter les locaux à un usage économe. Est-ce que j'ai besoin de toutes mes surfaces ? Est-ce que je n'ai pas besoin de toutes mes surfaces ? Et de jouer aussi sur le comportement des occupants. Donc, accompagner les occupants vers des éco-gestes, des choses assez simples, mais qui des fois peuvent faire gagner un petit peu, une dizaine de pourcents des fois. Tout ce qui est extinction des lumières, extinction des ordinateurs, mettre en place des clés de coupure, gérer vos imprimantes, par exemple. Si elles sont très nombreuses au sein du bâtiment, ça peut être des sources d'économie d'énergie. Si on est sûr d'avoir déjà joué sur ces 4 leviers d'action, il est encore possible de venir envisager la modulation des objectifs. La modulation des objectifs, elle peut être faite dans 2 cas. Pour des questions patrimoniales, donc par exemple, vous avez des bâtiments qui sont classés ou en tout cas dans une zone classée, vous pouvez assez peu venir toucher à l'enveloppe sans que ça engendre, vous ne pouvez pas faire d'isolation par l'extérieur, vous ne pouvez pas mettre par exemple
des panneaux solaires thermiques pour fabriquer de l'eau chaude ou des choses comme ça. Ou alors aussi, un autre cas où il sera possible d'envisager la modulation, c'est des travaux qui engendreraient des coûts vraiment très importants. Pour cela, on va calculer des temps de retour sur investissement. Donc, il y aura un modèle de calcul qui sera fourni par les arrêtés et qui vous permet de voir si vous dépassez ou non les seuils qui ont été fixés dans les arrêtés. Donc, je ne les ai plus en tête, mais en tout cas, on les retrouve dans les textes. Dans ce cas-là, vous pouvez venir demander une modulation de vos objectifs. Il y a un dossier technique très complet qui devra être déposé sur la plateforme Opera et le dépôt devra se faire toujours 5 ans avant la date d'échéance. Donc, en fait, le premier dossier technique devra être déposé avant le 30 septembre 2026 pour l'échéance à 2030. Ce dossier technique, vous avez son formalisme exact qui est décrit dans l'arrêté modificatif. Et là, par contre, on est obligé de venir le déposer sur la plateforme Opera. Il reprend, entre autres, le plan d'action que vous avez envisagé. En parallèle de tout ça, on va déclarer annuellement ses consommations sur la plateforme énergie, sur la plateforme Opera, pardon. Au 30 septembre 2021, vous devrez avoir saisi vos consommations de l'année 2020. Et la même chose, tous les 30 septembre de l'année N, il faudra avoir saisi les consommations de l'année N-1. La plateforme Opera va faire les calculs d'ajustement qui sont prévus au sein des arrêtés et générer l'attestation numérique annuelle. On va avoir du taf. Hein. Avec Sora Inter, est-ce que tu crois que... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez le numéro de couper vos micros vous n'avez pas coupé votre micro? Monsieur Foll. Ah, pardon. Merci. Et il sera obligatoire de venir afficher cette attestation dans vos bâtiments. Donc, l'attestation, voilà, il y a un modèle aujourd'hui, elle va certainement évoluer. Donc, vous avez les fameuses petites feuilles ici. Donc, 3 feuilles, vous atteignez bien les objectifs. En gris, vous êtes encore loin des objectifs. Et surtout, dans cette synthèse annuelle, vous aurez affiché l'objectif en valeur absolue et l'objectif en valeur relative qui vous permettront de voir si vous êtes finalement sur la bonne pente ou pas et si vos objectifs pourront être atteints. Donc, grâce à ces attestations et puis grâce aux outils que vous aurez mis en œuvre aussi vous-même, vous pourrez suivre annuellement vos objectifs, voir si vous êtes sur la bonne pente pour les atteindre et si vous vous rendez compte que le plan d'action n'est pas tout à fait suffisant pour atteindre les objectifs en 2030, en 2040 et en 2050, il faudra venir ajuster ce plan d'action pour pouvoir atteindre les objectifs. Attention à ne pas vous rendre compte trop tard que vous avez besoin d'une modulation, puisque la modulation, elle, doit être déclarée avant le 30 septembre 2026. Donc voilà, un peu la démarche que nous avons imaginée, en tout cas au CEREMA, et qui peut venir aider les services bâtiments, les gestionnaires, vraiment à mettre en œuvre ce dispositif. Pour vous accompagner un peu plus, on a imaginé des petits post-it de ce qu'il faudrait faire avant le 30 septembre 2021, avant le 30 septembre 2022, puis 2026. Et puis, en fait, c'est des choses que vous pouvez répéter. Sur ces post-it, il y a certaines actions qui sont soulignées. Ce sont les actions qui, elles, ont un caractère obligatoire réglementaire. Donc, au 30 septembre 2021, il sera obligatoire d'avoir créé un compte sur Opera pour chacun des assujettis et d'avoir saisi évidemment les bâtiments ou les unités foncières assujetties et d'avoir saisi les consommations 2020 de ces bâtiments. En parallèle, ça n'a rien d'obligatoire, mais c'est quand même une incitation forte en tout cas, nous, on vous conseille vraiment d'aller vers là, c'est d'avoir créé votre équipe, qui sera votre équipe éco-énergie tertiaire, d'avoir nommé un pilote, associé les personnes et les services qui sont concernés, d'avoir recensé et délimité le parc qui est concerné par le dispositif, récupérer l'ensemble des données des consommations et commencer à établir un plan d'action à l'échelle du bâtiment, du patrimoine ou de l'unité foncière. Au 30 septembre 2022, il aura fallu choisir sur Opera votre année de référence
et avoir complété Opéra avec les données de consommation de 2021. Et tous les ans, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'année N, il faudra avoir saisi les consommations de l'année N-1. Dans la continuité, évidemment, il faudra poursuivre l'établissement du plan d'action, commencer les actions les plus simples, j'y reviendrai un petit peu après. Au 30 septembre 2026, si vous avez besoin d'une modulation, il faudra avoir déposé cette demande de modulation avec le dossier complet sur la plateforme Opéra. Pour essayer de rendre ça un peu plus réel, je vous propose de balayer 3 petits exemples. Alors, ce sont des exemples fictifs aujourd'hui. C'est assez difficile d'avoir des retours d'expérience de bâtiments sur lesquels on aurait vraiment mis en œuvre toute la machine éco-énergie tertiaire. Il y a évidemment des bâtiments sur lesquels il y a déjà eu des rénovations, des réflexions de plans d'action, etc. Mais voilà, nous, on voulait plutôt vous présenter des petits éléments qui sont un peu fictifs, mais qui peuvent vous aider dans votre démarche. On peut imaginer une entreprise A qui possède ou exploite quelques surfaces commerciales à l'intérieur d'un grand bâtiment. L'idée ici, c'est de venir s'organiser. Comment est-ce qu'on s'organise? On va choisir que les décisions soient validées par le chef d'entreprise. Ces décisions qui sont validées par le chef d'entreprise, elles proviennent d'une équipe qui est constituée du responsable logistique, qui sera pilote de la démarche, et d'un comptable qui va aider particulièrement à venir récupérer toutes les factures énergétiques. Puis, le responsable logistique, il va proposer au chef d'entreprise un calendrier. Alors, je ne l'ai pas revu, on les avait présentés un peu avant, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'abord de venir vérifier quels sont les magasins qui sont concernés, qui en est le propriétaire, puis de rassembler toutes les factures pour ces magasins qui sont concernés par le dispositif, de venir valider l'année de référence la plus favorable. On peut le faire dès cette année, hein, si vraiment il a été assez facile de rassembler les factures, vous pouvez le faire dès cette année, même si la déclaration peut se faire qu'au 30 septembre 2022. Plus vous le savez en avance, plus c'est facile pour vous de faire votre plan d'action, évidemment. Et puis, à la sortie de la plateforme, autour de mai-juin 2021, il faudra avoir créé son compte sur Opéra, vous pouvez le faire dès aujourd'hui, et d'avoir saisi les données pour obtenir les objectifs à atteindre. Quand vous aurez saisi votre année de référence, la plateforme vous informera de l'objectif en valeur absolue et de l'objectif en valeur relative à atteindre, et à vous ensuite de voir vers lequel vous vous orientez. Un deuxième exemple, c'est vraiment de connaître son patrimoine. On imagine une collectivité qui dispose de 15 bâtiments de surfaces diverses qui sont gérés au quotidien. Les données des bâtiments, elles sont un peu dispersées à droite, à gauche, dans différents dossiers, dans différents fichiers. Le suivi jusqu'ici était un petit peu chaotique. Dès que possible, il va falloir recenser dans un tableau, par exemple, tout le parc. Quelle est la surface, le statut, l'affectation de chacun des bâtiments, et d'identifier les unités foncières à partir du cadastre. Et là, par exemple, la collectivité B, sur ces 15 bâtiments, se rend compte qu'il y a 2 bâtiments qui sont finalement concernés par le dispositif éco-énergie tertiaire. Du coup, au 1er septembre 2021, pour chacun de ces 2 bâtiments, la collectivité viendra compléter un fichier de données qui sera nécessaire pour la saisie sur Opéra. Parmi ces données à saisir sur Opéra, alors la liste exhaustive est à retrouver dans l'annexe 6 de l'arrêté modificatif qui est paru en début d'année. Mais pour en citer quelques-unes, vous avez des données administratives de l'assujetti, donc le numéro SIREN, l'adresse du siège par exemple, des données administratives sur les bâtiments, référence cadastrale, référence des points de livraison, etc. Des informations sur la situation de référence, on en parlait tout à l'heure, hein, la consommation de référence, les surfaces, les indicateurs d'intensité d'usage, et puis des indicateurs temporels et d'occupation. Et puis, les données de l'année N, donc les consommations d'une année, les indicateurs d'intensité d'usage de cette année N, qui peuvent être différentes des indicateurs d'intensité d'usage de l'année de référence, et les caractéristiques bâtimentaires et techniques bâtimentaires. Ces caractéristiques ne sont pas obligatoires, en tout cas pour le moment sur la plateforme Opéra, mais voilà, elles peuvent quand même vous aider, en particulier dans la définition de votre plan d'action. La dernière étape, ce sera qu'au second semestre 2021, de rassembler l'ensemble des documents techniques des bâtiments, par exemple les DOE, les factures, les descriptifs des travaux, pour permettre une première évaluation des actions envisagées. Et justement, la dernière étape, c'est vraiment d'agir.
On imagine une entreprise C donc, qui a déjà fait tout ce travail de savoir quelles étaient les surfaces assujetties, etc. Et là, vraiment, elle entre dans la phase d'élaboration du plan d'action pour réduire ses consommations. Donc, elle va venir jouer sur différents leviers qui sont dans les 4 leviers que j'ai présentés tout à l'heure. Donc, c'est toutes les questions sur les actions sur les usages, la rationalisation des espaces, les actions d'optimisation, les travaux sur l'enveloppe, les systèmes et enfin le recours aux énergies renouvelables. Il est important de définir un plan d'action et un planning parce qu'il y a certaines actions qu'il est plus facile de mettre en œuvre tout de suite. Par exemple, tout ce qui est éco-gestes ou rationalisation des espaces, ça peut être des choses qui peuvent être mises en œuvre très rapidement et qui permettent de gagner les premiers pourcentages ou en tout cas les premiers kilowattheures. Alors que d'autres actions, comme tout ce qui est travaux sur l'enveloppe, travaux sur les équipements, demandent un temps d'étude. Donc ce temps d'étude, il peut être fait en parallèle de la mise en place des premières actions. Et évidemment, on va pour rationaliser le gain et rationaliser les équipements qu'on va mettre en œuvre, on va d'abord réfléchir aux travaux sur l'enveloppe pour venir diminuer les besoins au sein du bâtiment, pour ensuite réfléchir aux travaux qu'on va avoir sur les systèmes de chauffage ou de refroidissement, et à la fin, penser énergie renouvelable, en particulier photovoltaïque, si on souhaite s'orienter dans ce principe. Je le rappelle, le dispositif éco-énergie tertiaire, il se base pour l'atteinte des objectifs sur les consommations facturées. Donc, si vous installez des panneaux photovoltaïques et que vous revendez l'électricité, cette électricité de revente n'est pas soustraite de vos factures. Il faut vraiment avoir de l'autoconsommation pour que ça vienne jouer sur vos factures. Voilà pour la démarche que nous avons proposée au CEREMA. Et puis, c'est ce que je vous expliquais sur le site du CEREMA. Vous retrouverez un dossier en ligne assez complet sur comment lancer cette dynamique éco-responsable dans les bâtiments tertiaires, avec des éléments pédagogiques de décryptage, des textes, des articles et aussi une ressource de documents qui peuvent venir vous accompagner dans vos actions. Différents documents, par exemple, comment réduire l'impact environnemental, comment agir avec ses occupants au sein des bâtiments, comment prendre en compte les usages, quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre, etc., etc. Je reste à votre disposition pour des questions et puis vous avez ici mon contact en cas de besoin. Ok, merci Constance. Du coup, on a quelques questions, mais les autres intervenants sont pas mal intervenus dans le chat pour répondre en direct. Plus récemment, on a une question sur les surfaces des locaux techniques, si elles pouvaient être réduites. Alors non, puisque les centres techniques et les locaux techniques, c'est de l'activité tertiaire. Et même si il s'agit de locaux qui ne sont pas chauffés, par exemple, ça ne veut pas dire que ce n'est pas soumis au décret, puisque même quand un local n'est pas chauffé, il y a des consommations d'énergie, éclairage, refroidissement, etc. Donc, les surfaces des locaux techniques ne sont pas déduites. On a une question sur comment calculer ces indicateurs d'intensité d'usage dont tu parlais tout à l'heure, Constance. Peut-être que tu peux revenir là-dessus. Alors oui, sur les indicateurs d'usage, en fait, c'est pas un calcul qui est fait, c'est à vous de saisir les informations qui vous seront demandées et en particulier dans les indicateurs d'usage, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a, alors ça dépend des activités, mais il y a le temps d'occupation du bâtiment. Il y a la surface, par exemple, si on prend le cas des bureaux, il y a quelle surface est associée à chacun des bureaux, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs en fonction de l'usage, enfin, en fonction de l'activité de votre bâtiment, puisque l'usage, c'est l'usage tertiaire, mais voilà, en fonction de l'activité de votre bâtiment, qui vous seront demandés, que vous pourrez saisir au moment de l'année de référence, mais que vous pourrez aussi saisir au moment de l'année N. Et du coup, il y aura une formule à l'intérieur de la plateforme Opera qui viendra moduler si jamais ces informations sont venues à évoluer entre l'année N et l'année de référence. Donc, il y a 3-4 indicateurs d'usage. Donc, il y en a qui sont définis par défaut dans les arrêtés.
Et si vous ne les saisissez pas, c'est les valeurs par défaut qui sont utilisées. Puis si vous les saisissez, et ben, ce sera les valeurs que vous aurez saisies qui seront utilisées. Merci. On a une question sur la définition des surfaces tertiaires pour les bâtiments mixtes industriels tertiaires. Alors, de savoir si les entrepôts et les endroits liés au stockage nécessaires au fonctionnement de l'activité industrielle sont concernés. Alors oui, d'ailleurs dans l'arrêté du 10 avril, l'arrêté du 24 novembre 2020 que j'ai mis tout à l'heure dans le chat, il y a ces activités de logistique qui sont précisées rapidement. Le décret indique que les activités de logistique concernant les secteurs d'activité de la section H de la nomenclature NAF et principalement les activités d'entreposage et de stockage de la sous-section 52 sont concernées. Et en fait, l'arrêté propose de faire la distinction de logistique en fonction de la température à laquelle sont stockés les éléments. Il y a 5 sous-catégories selon qu'on est en dessous de moins 18 degrés, de 1 à 8 degrés, à plus de 3 degrés, de 12 à 17 degrés, etc. Donc, le stockage et la logistique sont bien concernés. Je regarde votre question. Les bureaux sont concernés aussi. La salle de restauration, ça dépend si c'est une activité ou si c'est juste une salle utilisée plutôt par les employés de la partie industrielle. Du coup, ces locaux qui sont utilisés à la fois par les équipes de production et les équipes de bureau. En fait, j'ai posé la question au ministère la semaine dernière et j'attends une réponse. On reviendra vers vous dès qu'on y verra un peu plus clair. On a une autre question sur comment bien choisir l'année de référence. Constance, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous faire un petit rappel rapidement? Oui. Alors, l'année de référence, elle doit être choisie dans les consommations des années à partir de l'année 2010, entre 2010 et 2019. A priori, on n'utiliserait pas 2020 parce qu'on a une année un peu exceptionnelle. L'idée, c'est que dans votre bâtiment, si vous avez par exemple, en fait, il va falloir choisir l'année de référence la plus défavorable, donc celle sur laquelle vous avez le plus de consommation, parce qu'évidemment, c'est plus facile, surtout en valeur relative, de venir réduire une consommation qui est plus élevée. Donc c'est ce que je disais, si entre 2010 et 2019, vous avez fait des travaux sur votre bâtiment, par exemple en 2016, on vous conseillera de prendre les consommations d'une année avant 2016. Comme ça, les gains que vous avez faits avec vos travaux à partir de l'année 2016, ils seront pris en compte dans l'atteinte des objectifs. Après, si votre bâtiment n'a pas bougé entre 2010 et 2019, vous pouvez venir juste récupérer vos factures sur les 3-4 dernières années et puis choisir celle qui vous convient le mieux sur les dernières années. Voilà, c'est vraiment s'il y a eu des travaux, il est plus favorable pour vous de venir choisir une année où les consommations auront été plus élevées. Voilà. On a encore une question sur les indicateurs d'usagers, savoir si les horaires et la fréquentation sont bien pris en compte. Du coup, pour la partie horaire, ce sera pris en compte dans le temps d'utilisation des locaux. La fréquentation, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être modulable également. Du coup, en fait, les indicateurs d'usage, ils vont être vraiment spécifiques à chaque type d'activité. Et c'est les tableaux qui sont donnés dans les valeurs absolues aujourd'hui qui vous permettent de savoir quels sont le type d'indicateurs d'usage qui sont pour chacune des activités. Là, par exemple, si on prend, donc ça, c'est l'arrêté modificatif qui a été publié en début d'année. Si on prend les bureaux standards qui sont cloisonnés et attribués à un occupant, les indicateurs d'usage que vous pourrez saisir,
c'est l'amplitude horaire annuelle, donc c'est le nombre d'heures ouvrées sur une année, la surface de plancher par rapport au nombre de postes de travail ou la surface utile brute et le taux d'occupation. Donc ce sont les 3 éléments que vous pourrez venir saisir et ce sont ces 3 éléments-là qui pourront changer d'une année sur l'autre et c'est ce que je vous disais, pour chacun des types d'usages, il y a une valeur étalon qui est donnée. Donc si vous ne saisissez pas de valeur, c'est la valeur étalon qui est utilisée et si vos valeurs sont plus favorables que la valeur étalon, vous pouvez venir les saisir et ce sera toujours plus intéressant d'avoir vos propres valeurs que les valeurs étalons. Et vous avez ça pour tout. Alors là, je reste dans des bureaux, mais si je descends un peu et que je rentre dans la partie enseignement, voilà, ici, les indicateurs d'usage ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque les écoles, on considère qu'elles sont un peu toutes ouvertes de la même manière. On a la durée supplémentaire d'ouverture en période de chauffe et la durée supplémentaire d'ouverture hors période de chauffe. Le nombre l'information de l'amplitude horaire, elle est fixe pour toutes les écoles, mais par contre, vous pouvez venir la moduler grâce à ces 2 éléments-là. Donc voilà, les indicateurs d'usage, ils vont dépendre de chaque activité. Merci. On avait une autre question sur l'année de référence. N'y a-t-il pas un lien avec les conditions météorologiques, par exemple hiver doux? Du coup, ça, ce sera corrigé directement dans Opera, puisque vous aurez, en fonction de la localisation du bâtiment, une station météo qui est associée et les consommations d'énergie, du coup, sont un peu corrigées pour prendre en compte les conditions météorologiques et évidemment faire en sorte que l'atteinte de vos objectifs ne dépendent pas du temps qu'il a fait cette année-là. On a une autre question sur quelles sont les conséquences si un établissement n'a pas rentré ses consommations avant la prochaine échéance de septembre 2021. Donc, comme le disait mon collègue de la DDTM tout à l'heure, les services de l'État seront en charge du contrôle du respect des obligations. Donc, si les consommations sont bien rentrées dans Opera, et puis à chaque décennie où on en est de ces obligations-là. Il faut savoir que pour l'année 2021, il y aura un peu plus de souplesse, étant donné qu'on est encore dans le début du programme, que la plateforme est encore en cours de développement, même si tout sera accessible, enfin tout ce qui nous intéresse sera accessible dès juin. Il y aura, comme je disais, une tolérance pour l'année 2021 s'il y a des retards et un peu de compréhension en cas de soucis. N'hésitez pas à nous faire remonter en tout cas tous les problèmes que vous pouvez rencontrer avant cette échéance-là et d'essayer de vous y conformer au maximum. Mais il n'y a pas énormément de pression si jamais vous avez un vrai souci. Voilà. On avait, je vais perdre les questions. Une autre question sur si une piscine de 3500 m² rentre dans le dispositif. Effectivement, on est sur une activité tertiaire donc, et la surface est assez grande. Donc, on est bien dans le dispositif. Voilà, sur le fait que pour une salle de sport, par exemple, ce n'est pas évident de donner un taux d'usage. Effectivement, comme disait ma collègue du CEREMA tout à l'heure, vous pouvez décider de moduler ce taux d'usage, mais il y en a un par défaut si c'est vraiment pas évident pour vous de le faire. Mais si vous pouvez trouver une méthode qui vous donne une donnée approchée de ce taux d'usage, à ce moment-là, vous l'expliquez bien dans les commentaires sur la plateforme et vous pouvez essayer de le calculer, de l'approcher sans trop de problèmes. Ensuite, une autre question sur il faut choisir la même année de référence pour tous les bâtiments. Non, pas forcément. Si vous avez plusieurs bâtiments, vous pouvez choisir des années de référence différentes. C'est vraiment en fonction de ce qui est le plus pratique pour vous. Je vais juste compléter.
Si c'est le bâtiment qui est assujetti et que vous avez un autre bâtiment assujetti, donc c'est 2 assujettissements différents, vous pouvez prendre des années de référence différentes. Si c'est une unité foncière sur laquelle il y a plusieurs bâtiments, c'est, une même année de référence pour tous les bâtiments. C'est l'unité foncière, en fait, qui est assujettie, c'est plus le bâtiment. Donc voilà. Donc oui, on peut prendre des années de référence à condition que ce soit le bâtiment qui soit assujetti et pas l'unité foncière. Voilà. Ensuite, on va peut-être prendre 2 dernières questions et puis on passera à la suite. On pourra reprendre des questions, plus tard quand on sera en sous-groupe où on vous répondra par email, pas de souci, on note tout. Certains bâtiments ont conduit des travaux d'extension entre 2010 et 2019. Ils pourront présenter des caractéristiques très différentes pour une même unité foncière. Ça pourrait poser des difficultés sur le choix de l'année de référence, la cohérence des objectifs, etc. Effectivement, c'est vraiment à vous de voir ce qui est le plus pratique, le plus cohérent en fonction, si vous avez fait des travaux entre 2010 et 2019 pour le choix de votre année de référence. Il faudra faire les calculs et voir ce qui est le plus pratique pour vous. Sachant que il y a des possibilités de moduler dans Opera si vous faites des travaux entre maintenant et 2060 qui modifient la surface, il sera possible de moduler la surface dans l'application. Et si l'extension, elle a été mise en service, après 2018, c'est le bâtiment plus son extension qui sont assujettis. Donc vous pouvez enfin, ce sera complètement défavorable pour vous de prendre, en compte une année de référence, en 2010 s'il n'y avait pas l'extension. Donc il faudra prendre une année de référence où il y a le bâtiment plus son extension. Et une dernière question pour cette partie-ci. Une des unités de référence est le kilowattheure au mètre carré. Dans le cas d'une détermination des objectifs en valeur absolue, comment la hauteur sous plafond est-elle prise en compte? Entre un bureau et une salle de spectacle, elles sont très différentes. En fait, pour les objectifs en valeur absolue, ils sont déclinés en fonction du type d'activité. Et du coup, vous n'avez pas le même objectif selon que vous êtes dans un bureau, dans un entrepôt de logistique, dans une piscine, ce genre de choses. Ok, désolée de couper court aux questions, mais il va falloir avancer et je vais passer la parole à la Banque des Territoires qui va nous présenter ses possibilités de financement. Karine, on te laisse la présentation. Oui, bonjour. Alors, je vais déjà essayer de partager mon écran. Dites-moi si ça fonctionne. Ils sont en train de charger, mais ça devrait aller. D'accord. C'est bon. Oui, d'accord. C'est bon, ouais. Alors, je me présente, Karine Châtel, je suis responsable transition énergétique pour la Banque des Territoires, donc le groupe Caisse des dépôts, en Bretagne et une partie des Pays de la Loire. Et je m'occupe de tous les programmes de rénovation, efficacité énergétique des bâtiments, de transition énergétique, production d'ENR et également de mobilité, tout ce qui est mobilité douce. Et je fais partie de la cellule France Mobilité. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter en complément de ce qui a été fait les dispositifs financiers qui peuvent vous intéresser parce que on a vu tous les efforts pédagogiques qu'on peut faire pour améliorer la consommation d'un bâtiment, mais certainement qu'il y aura des travaux d'efficacité énergétique et va se poser alors la question du financement. Voilà, alors l'accompagnement de la Banque des Territoires est global, c'est-à-dire qu'on est très présent auprès des collectivités dès l'initiation de schémas directeurs immobiliers, de diagnostics stratégiques. On est là pour sensibiliser, pour identifier les projets et pour travailler avec les collectivités sur leur plan de financement global. Ensuite, on a un accompagnement ingénierie amont parce qu'en fait, si on veut bien financer ces travaux, eh bien, il va falloir mettre en place une réflexion sur la manière d'y arriver par rapport aux possibilités de la collectivité.
Et ensuite, on accompagne la collectivité dans le choix du montage et le plan de financement, puisque par rapport aux besoins d'un bâtiment, là par exemple c'est dans le cas de l'écotertiaire, ça peut être des rénovations lourdes ou ça peut être des rénovations légères. Donc ça, c'est ce que je viens de vous présenter, c'est notre accompagnement global que vous retrouvez sur notre site de la Banque des Territoires, avec des fiches et des explications sur leur mise en place. Sur cette diapo, vous voyez les différentes formes que peuvent prendre la rénovation patrimoniale. En fonction de vos objectifs et de la stratégie que vous voulez de rénovation, vous avez des modes d'intervention qui peuvent être plus légers, des actions d'efficacité énergétique qui ne sont pas forcément très coûteuses, jusqu'à des rénovations légères et des rénovations lourdes et multiples, dans le sens où vous pouvez vouloir moduler les usages, comme on en a parlé, faire des extensions, en profiter pour agrandir une école. Enfin bon, il y a toujours énormément de travaux qui viennent accompagner des rénovations énergétiques. Donc, les types de marchés que la collectivité va alors passer sont très variables en fonction de ces types d'actions de rénovation. Pour des actions d'efficacité énergétique, c'est des marchés plus légers. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à des marchés de partenariat lorsqu'il y a des gros travaux et des CAPEX très importants en jeu. Pour la Banque des Territoires, nous pouvons vous accompagner tout le long de ces différentes actions, que ce soit en tiers financement par l'intracting que je vais vous présenter, ou en tiers investissement, c'est-à-dire en prêt ou en investissement, pour des opérations beaucoup plus lourdes. Vous aurez les documents et vous pourrez bien entendu me contacter ou contacter les équipes de la Banque des Territoires pour avoir plus de précisions par rapport au marché que vous voulez mettre en place. Je vais vous présenter l'intracting parce que c'est une forme de financement des travaux énergétiques qui permet, dans son dispositif, d'avoir un coût neutre pour la collectivité. Normalement, c'est le principe vertueux de ce dispositif qui a été initié en Allemagne, où les collectivités autofinancent par les économies d'énergie les travaux d'amélioration énergétique qu'elles mettent en place sur leur propre bâtiment. C'est-à-dire que pour une collectivité qui a même une bonne capacité d'autofinancement, elle n'est même pas obligée d'emprunter. Si elle calcule bien les économies d'énergie générées par les travaux qu'elle va autofinancer, son budget est bouclé. Là, on vous propose, nous, d'intervenir dans ce budget. Si vous n'avez pas la capacité d'autofinancement, nous pouvons intervenir pour faire une avance. Et l'idée, c'est que cette avance soit calée exactement sur les économies d'énergie pour qu'elle ait un coût neutre pour la collectivité. Les éléments fondamentaux à mettre en place pour ce dispositif intracting, c'est d'abord un audit des bouquets de travaux. Donc, comme ça a été dit plusieurs fois par les intervenants avant, il faut d'abord une bonne connaissance de son patrimoine, une bonne connaissance de ses bâtiments et faire un audit, une évaluation des travaux qu'il va falloir mettre en place. Notre intracting, il fonctionne si les travaux qui sont envisagés ont un temps de retour sur investissement de moins de 13 ans. Il faut ensuite mettre un plan d'action de performance, c'est-à-dire que c'est là où on va faire une ingénierie fine pour calculer que les travaux qu'on a envisagés viennent bien rembourser les frais des travaux, et il faut y coupler des actions de sensibilisation, puis le point ensuite de pilotage, parce qu'en fait, rien ne sert de faire des travaux ou par exemple de changer les ampoules en LED si vous les laissez allumer toute la nuit. Donc, là, il y a une personne ressource qui est très important, tout comme là pour la déclaration des consommations, on vous conseille de mettre en place une équipe. Mais de la même façon, lorsque vous allez financer des travaux de rénovation ou d'amélioration, c'est très important qu'il y ait un économe de flux ou un conseiller en énergie partagée, ou en tout cas quelqu'un qui soit vraiment responsable du pilotage des actions et de la consommation future de ce bâtiment.
et donc forcément un suivi budgétaire plutôt analytique qui permet bien de mettre en face les économies face aux travaux qui ont été financés. On a différentes formes d'intracting. Donc, en fonction des demandes, la collectivité est soit la Banque des Territoires, pardon, est soit face à une collectivité avec l'ensemble de ses bâtiments, soit alors elle est face à une collectivité type métropole qui regroupe tout un ensemble de collectivités, ou un syndicat d'énergie qui pareil, représente tout un ensemble de collectivités qui ont elles-mêmes des bâtiments. On peut faire soit un interacting direct avec la collectivité par rapport à ces bâtiments, sous deux formes, un interacting classique et un interacting sécurisé que je vous présenterai, qui est dans le cas d'un contrat de performance énergétique. La variante, c'est que dans ce cas-là, le taux sera à 0 et nous prendrons une part des C2E qui sera générée avec la collectivité. Ou alors, donc, comme je vous le disais, c'est une collectivité type métropole ou un syndicat d'énergie qui met en place cet interacting pour l'ensemble des collectivités qu'elle représente. Et là, c'est un interacting mutualisé. Donc, l'interacting, il va donc, celui que je vais vous présenter, il aura toujours la même forme. Nous, Banque des Territoires, on cofinance les études des travaux. Alors, ce n'est pas les audits préalables, hein. C'est vraiment le bouquet de travaux qui va être financé pour faire l'efficacité des bâtiments. Dans ce cas-là, nous prenons 50% du montant de ces études avec un maximum de 50 000 €. Nous pouvons prendre en charge ensuite 100% du besoin de financement de vos travaux, avec un taux fixe à 0,25% sur un maximum de 13 ans, et dans la limite d'un financement de 5 millions d'euros. Mais comme je vous le disais, vous allez voir les travaux qui sont visés. Ce n'est pas forcément des gros travaux. Ça peut être l'éclairage, ça peut être double vitrage, ça peut être des chaudières. Donc, ça rentre dans cette enveloppe de 5 millions. Vous verrez qu'on peut faire énormément de choses dans cette enveloppe. Et ça permet de le financer 100%. Avec un taux à 0,25% qui est pris en compte, lui également, dans l'enveloppe globale. Et si tout a été bien calculé, il n'y aura pas d'effort supplémentaire à apporter par la collectivité. Il peut y avoir un supplément de budget pour la collectivité, mais seulement si la collectivité souhaite faire d'autres choses en plus. Si par exemple, elle en profite pour faire des travaux supplémentaires ou pour aller plus loin ou rajouter par exemple des normes de sécurité, ça ne sera pas financé par les économies de travaux et ça peut être un effort supplémentaire, mais ce n'est pas obligé. Donc, voici les types de travaux qui sont visés par ce financement. Vous pourrez en prendre connaissance, c'est vraiment très, très varié. Ça peut même également prendre en compte du photovoltaïque, mais c'est vraiment dans le cadre d'efficacité énergétique. Donc là, vous pourrez retrouver dans les slides un exemple de la ville de Saint-Louis dans l'Est qui a financé comme ça la rénovation de 15 bâtiments pour un montant global de travaux inférieur à 1 million. Et elle avait visé, l'ensemble de ces travaux visait une réduction de consommation d'énergie de 10%. Elle a calculé ce que ça représentait en termes d'économie d'énergie, c'était 54 000 € par an. Et ça lui a permis, avec 2 prêts mis en place sur 6 et 12 ans, de rembourser intégralement les avances de la Banque des Territoires. Voilà, là vous avez un autre exemple. Oui, je passe vite. Oui, désolée parce qu'on a pris du retard. Je sais que c'est pas de ta faute, mais c'est pas grave parce qu'en fait le SDE à faire passer avant. Oui, je finis parce qu'en fait c'est toujours le même principe, c'est toujours les mêmes taux, donc sauf 0% pour le sécuriser, mais c'est pas là. Justement, comme je passe la main au SDE, j'en profite pour dire que donc le SDE, comme nous l'avons fait dans le Morbihan, peut prendre en charge ce financement. C'est lui qui le concentre et ensuite il le met en place avec l'ensemble des collectivités membres du syndicat. Voilà. Et bien entendu, nous avons toujours nos prêts classiques
Mais là, ce n'est pas une avance remboursable, ce sont des prêts classiques de 20 à 40 ans, avec un taux livret A plus 0,6%. Donc, c'est un petit peu plus cher. Le taux est plus cher, mais c'est sur des temps de retour beaucoup plus longs. Et je suis à votre disposition pour échanger, pour répondre à vos sollicitations. Voilà. Parfait, merci. Il y a une question qui est apparue dans les commentaires, savoir à partir de quel montant d'opération de travaux l'intracting peut être sollicité. Alors, c'est là où pour nous, c'est plus intéressant d'avoir un intracting mutualisé si on est pour des petits montants, c'est-à-dire en dessous de 500 000 ou 1 million. C'est une grosse ingénierie quand même à mettre en place. Donc, on préfère qu'il y ait quand même un ensemble de bâtiments, donc plutôt supérieur à 500 ou 1 million. Merci beaucoup. Je vais arrêter le partage. Du coup, on va pouvoir laisser la main au SDE. Thomas, est-ce que tu peux partager ton écran? Alors, je vois que tu as activé ton micro. On ne te voit pas, on ne voit pas ton écran encore. Oui, pardon, excusez-moi. Désolé. J'ai eu un impondérable. Je m'excuse. Hop, donc je vais partager mon écran. Excusez-moi encore. Petit souci. Hop, en principe, vous devez avoir la visualisation. C'est parfait et on t'entend bien. OK. Hop, donc l'objectif, en complément de la présentation de la Banque des Territoires, le SDE 35 propose un accompagnement sur la transition énergétique auprès notamment des collectivités. Donc déjà, je voulais tout d'abord commencer pour une présentation un peu générale du SDE 35. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, le SDE 35 est une structure publique qui initialement a été créée pour le développement de l'électrification des communes rurales en France. Donc, il y en a à peu près dans chaque département. Et donc, depuis, donc ça remonte maintenant à presque un demi-siècle. Et donc, depuis quelque temps, le syndicat a développé et accompagné d'autres missions qui sont notamment, il y a les parties éclairage public, il y a la partie mobilité, il y a donc la gestion du contrat de concession avec Enedis. Et donc le syndicat a actuellement 6 missions. Tout d'abord, une partie de réduction des consommations énergétiques, principalement liée à la partie éclairage public. Une partie d'amélioration à l'efficacité énergétique par rapport en lien avec les missions d'Enedis, et notamment aussi sur les parties mobilité durable. La partie accompagnement sur la partie efficacité énergétique des bâtiments est une nouvelle mission qu'on accompagne. Le développement des énergies renouvelables, tout d'abord avec l'intégration des énergies photovoltaïques et donc indirectement des énergies de réseau. Les relations avec les usagers pour accompagner et développer les concertations entre structures et entre collectivités, et puis avoir un principe de solidarité dans ces échanges. La partie mutualisation des retours d'expérience, et le programme acté en est une des briques, par exemple, et je vais pouvoir le détailler par la suite. Et la dernière mission, mais que j'ai pu rapidement évoquer, le contrôle de concession avec Enedis, donc, qui est le gestionnaire de réseau sur lequel, en fait, les collectivités sont propriétaires et ont délégué la gestion de ce réseau au syndicat, qui a mandaté un concessionnaire qui est Enedis, qui est l'unique concessionnaire en France, ou du moins en très grande partie pour la région, pour le réseau national. Donc,
Assez rapidement, je vais déjà développer ce que le syndicat accompagne en partie sur la transition énergétique. Donc depuis, maintenant, si je ne me trompe pas, 2 ans, le syndicat, en partenariat avec d'autres structures, a créé une STEM, une Énergive, qui a pour but de développer et d'accompagner les énergies renouvelables sur le territoire. L'objectif de cette SEM, c'est vraiment de développer et de faire émerger, d'être facilitateur sur le développement de ces énergies. Cette SEM a pris en 13 participations à des projets citoyens, à des projets de développement. Il y a eu 70 études de photovoltaïque qui ont été faites et il y a 5 collectifs de citoyens qui sont accompagnés, notamment sur la partie éolienne, par exemple. À côté de ça, le SDE accompagne la partie mobilité décarbonée. Cette mobilité, elle peut prendre sous deux casquettes. Ça peut être l'intégration du bio-GNV, du GNV, de la mobilité GNV dans la partie véhicule. Ça peut être aussi l'accompagnement pour le développement de l'hydrogène, qui est encore là qu'aux prémices, mais qui commence à voir le jour. À côté de ça, on accompagne avec une sensibilisation auprès du grand public, des élus et des collectivités et du jeune public, notamment avec l'ALEC, par exemple, l'ALEC du Pays de Rennes, qui présentera un peu ses missions par la suite. Il y a un partenariat qui a été créé, donc il y a eu des actions de sensibilisation dans les écoles qui sont réalisées sur le changement climatique et donc les actions à mener pour en réduire son impact. Le SDE accompagne aussi les PCAET, donc des différents territoires. Si je ne me trompe pas, on a 18 qui sont accompagnés par ce biais-là. Et puis une autre partie depuis 2015, donc là, avec la fin des tarifs réglementés d'énergie, le syndicat organise et gère le groupement d'achat d'énergie, d'électricité et de gaz, principalement pour le compte des collectivités. C'est une obligation. Les collectivités ont eu l'obligation de mettre en concurrence les fournisseurs d'énergie et cette gestion des contrats d'énergie étant assez complexe, il y a une mutualisation de l'achat d'énergie auprès des fournisseurs et de consultation auprès des fournisseurs via un groupement d'achat que propose le syndicat. Et nous sommes en cours aussi de déploiement d'un système de management de l'énergie qui s'appelle Cabanda. L'objectif de la plateforme, alors pour être franc, met un peu de temps à émerger. On a quelques contraintes techniques sur l'outil, mais du fait que on présente un énorme volume, l'objectif de la plateforme, c'est de regrouper l'équivalent de toutes les données énergétiques des fournisseurs, que ce soit les factures, que ce soit les dépenses, consommation et dépenses bien sûr, les courbes de charge, sur un seul et même outil. De cette manière-là, les collectivités pourront suivre, au moins sur la partie gaz et électricité, leur consommation et leurs dépenses sur l'année en cours. Avec l'objectif, bien sûr, en ayant une visibilité sur leur patrimoine et sur les coûts de fonctionnement de chacun de leurs bâtiments ou d'éclairage public, bien sûr, ils auront l'opportunité de proposer des actions, du moins de flécher des priorités d'intervention sur leurs bâtiments. Et donc là, ça met un peu de temps parce que donc sur ce groupement d'achat et sur ce système de management de l'énergie, c'est l'équivalent, il y a à peu près 450 structures qui sont membres du groupement et c'est l'équivalent de plus de 5200 sites de gaz, d'électricité et de gaz et d'électricité à gérer. Donc forcément, ça entraîne un énorme traitement, d'énormes gestion de données, donc ça demande un peu de temps, mais l'objectif, c'est que ça voit le jour et que ça soit déployé à l'ensemble des collectivités d'ici l'été. Et pour une des dernières actions que le syndicat propose, c'est l'accompagnement sur la partie rénovation énergétique. C'est une nouvelle mission qui vient de voir le jour, pas plus tard qu'il y a un an et demi. Et donc, le SDE 35 a candidaté par le biais d'une candidature avec les 4 syndicats bretons au programme Acté 1.
Ce programme-là, il permet de financer un accompagnement de 30 audits énergétiques qui sont répartis sur les différents territoires où il y a des services CEP. Alors, on privilégie l'accompagnement des conseillers en énergie partagée pour faire remonter et cibler les bâtiments qui seraient les plus pertinents à accompagner, parce que ces techniciens, donc il y en a 6 ou 7, il faudrait que je vérifie mes notes, 6 ou 7 structures CEP. On a la LEC du Pays de Rennes, la Pays de Fougères, Pays de Wallon-de-Vilaine, Roche-Chauffé Communauté, Brocéliande Bretagne Romantique, pardon. Bretagne Romantique Communauté et Communauté de communes de Côte d'Émeraude et Vitré Communauté. Et donc ces structures-là ont des techniciens qui sont en contact direct avec les collectivités et qui font déjà un suivi et un accompagnement énergétique donc ils ont une connaissance du patrimoine qui est bien plus importante que nous, du fait qu'on vient de se lancer dans cet accompagnement-là, et donc ils ont été plus à même de nous orienter, de nous accompagner sur les bâtiments les plus énergétiquement les plus énergivores, et donc de ce fait on s'est appuyé beaucoup sur ce service-là. Et donc, dans ces audits, on demande un audit énergétique, une simulation thermodynamique. Donc, cette simulation, en fait, permet de bien mesurer comment se comporte le bâtiment en termes d'inertie, et surtout aussi d'évaluer les possibles inconforts d'été liés à des surchauffes qui peuvent être déjà présentes dans le bâtiment, mais qui peuvent être aussi liées à de la rénovation énergétique. C'est-à-dire que si on choisit des mauvais isolants, ou du moins des isolants avec des caractéristiques thermiques différentes, on peut engendrer des surchauffes en été après une rénovation. Donc, cette STD est pour nous importante. Et dernier point de cet audit, on a une planification des travaux pour justement respecter le décret tertiaire qui est l'objet de ce webinaire. L'objectif étant de proposer une feuille de route à la collectivité pour mener à bien ces travaux afin de respecter les objectifs de 2030, au moins, du moins. Et donc, le cadre acté vient un soutien financier et un partage d'un cahier des charges type pour mener à bien ces audits. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en cours et qui est, je dirais plutôt en cours de finalisation, parce qu'on est à 26 audits qui ont été validés et accompagnés, qui vont être accompagnés. Et donc, on arrive à la fin de ce programme-là, qui se termine officiellement avec la fin des audits à la fin de l'année. En plus de ce programme-là, on a coordonné une candidature au programme Acte2 Sequoia, qui est un programme qui vise à toujours accompagner les collectivités sur la transition énergétique, mais sauf que là, on a apporté une candidature à l'échelle départementale, avec le SDE 22 qui nous a rejoint également. Donc, on est en gros le SDE, les Côtes d'Armor et les Ille-et-Vilaine, mais avec beaucoup d'acteurs du département des Ille-et-Vilaine qui ont été regroupés dans notre candidature. Donc le SDE 35 agit en tant que coordinateur de cette candidature, et donc on regroupe l'intégralité des structures qui portent le CEP en Ille-et-Vilaine, la Rennes Métropole et donc le syndicat des Côtes d'Armor. Donc c'est un projet assez ambitieux, parce que on est lauréat depuis le mois de fin décembre 2020. On est en cours de finalisation justement de l'accompagnement qui va être proposé, et chaque membre de la candidature va proposer des actions qu'il juge les plus pertinentes sur son territoire. Donc, pour ce qui est de l'accompagnement, en fait, il y a eu un réel aussi démarche collaborative avec les CEP, c'est-à-dire qu'on accompagne les CEP ont une connaissance terrain, une capacité de réaliser des audits énergétiques extrêmement importante, et le syndicat, lui, a une ressource plutôt d'ingénierie financière et juridique qui pourrait être proposée et qui permettrait notamment aux collectivités de faciliter le passage à l'acte.
Parce qu'en fait, les CEP ont une problématique, c'est qu'ils font des préconisations qui, malheureusement, par manque de ressources financières ou de manque de temps pour les collectivités, ne sont pas enclenchées, les préconisations ne sont pas forcément enclenchées. On a l'objectif, bien sûr, d'accompagner les sites de plus de 1000 m², dans le sens où c'est concerné par le décret tertiaire. On s'autorise aussi d'accompagner les bâtiments compris entre 500 m² et 1000 m², dans le sens où ça fait partie des préconisations de la Convention citoyenne qui a été remis au gouvernement. Il y a eu déjà des sollicitations de la part de l'État pour savoir quel était le patrimoine concerné par cette fourchette de 500 à 1000 m². Et donc, on se dit que cet accompagnement pour des bâtiments de 500 à 1000 m² pourrait être pertinent parce qu'on retrouve quand même un volume et un patrimoine assez important qui est source de consommation assez élevée. Donc, comme vous voyez sur le graphe de la présentation, on a aussi l'objectif d'essayer d'enclencher une sorte de cercle vertueux avec différentes actions que vous voyez dans chaque encart du camembert. L'objectif étant déjà, une première étape, c'est de savoir un peu quel est l'état des lieux du bâtiment. Est-ce qu'il est énergivore? Quelles sont les phases de travaux à réaliser? La partie suivi des consommations qui est indéniable pour voir, si, le bâtiment, est plus énergivore, une école est plus énergivore que sa voisine. Vérifier si on n'a pas des possibles dérives de consommation entre 2 bâtiments ou du moins d'une année sur l'autre, on a une régulation qui a lâché et donc forcément qui est source de consommation importante. Donc le suivi des Thomas, consommations. Oui? désolée de te couper, il y a le temps qui tourne. Il faudrait qu'on passe en sous-groupe si tu pouvais conclure en Pas de 2-3 souci. minutes. Pas de souci. Merci. Alors, je vais directement passer aux actions proposées par le syndicat. Alors, dans le cadre FT2, on a plusieurs actions. Donc, il y a des actions qui se concernent principalement le SDE 35, parce que en fait, c'est des renforcements à la fois humains, mais aussi d'études de faisabilité pour proposer un vrai service d'accompagnement auprès des collectivités. Et à côté de ça, on va proposer différentes actions qui sont de la réalisation d'audits énergétiques pour des communes qui ne sont pas couvertes par le service CEP, parce que comme on l'a évoqué, on a beaucoup accompagné les communes couvertes par le CEP via Acte 1. L'objectif est là aussi de proposer une certaine équité du territoire sur le territoire en proposant des actions sur des zones qui ne sont pas couvertes par ce service. On a l'objectif de mettre en place des schémas directeurs PPI multitechniques pour proposer un état des lieux et une feuille de route pour un patrimoine d'une collectivité. Et puis, en plus de ça, on veut accompagner la partie déploiement de compteurs communicants fixes, comme je l'ai évoqué, parce que ça permet de vérifier les sources le fonctionnement d'un bâtiment, les dérives, et puis aussi les résultats post-travaux. Et on a 2 sources d'accompagnement qui sont encore restent à définir, qui sont l'accompagnement à la rénovation globale et le contrôle des performances post-travaux. Donc les différentes actions sont encore en cours de finalisation sur les modalités de sélection, les critères, les communes concernées. Et l'objectif, c'est qu'on puisse proposer concrètement les actions aux communes à l'objectif avant l'été 2021. Donc voilà, j'ai un peu rapide, je m'excuse pour si j'ai débordé, mais s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Très bien, merci beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas de questions liées à cette partie. N'hésitez pas à en poser quand même dans le chat et puis on les renverra vers Thomas et on vous répondra ultérieurement. Et on va maintenant pouvoir passer en sous-groupe. Du coup, on devrait nous ouvrir d'un moment à l'autre les sous-salles. Du coup, on a fait des salles en fonction de la présence ou pas d'un CEP sur votre territoire, puisque les collectivités qui sont adhérentes au CEP peuvent bénéficier d'un accompagnement particulier qui en fait est différent selon les territoires. Donc le plus simple, c'est que chaque CEP vienne vous en parler directement. Donc quand les salles vont s'ouvrir, vous pouvez rejoindre votre pays. Voilà. Donc apparemment les salles sont ouvertes. Vous allez pouvoir rejoindre votre pays
pour aller en discuter directement avec votre CEP. Pour les collectivités qui ne sont pas adhérentes au CEP, vous pouvez soit rejoindre la salle qui correspond pour voir ce qui vous serait proposé si vous adhérez au dispositif, ou sinon rejoindre la salle pour les entreprises du privé et autres collectivités, où on parlait notamment de pistes de financement pour les plans d'action, et puis où on va prendre quelques questions.